Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. And the Oscar goes to... Sébastien Lecornu. Merci aux votants, aux votantes. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Merci à ma femme. Comment qualifier ce moment politique sans précédent? Surréaliste. Sébastien Lecornu. Personne ne l'avait vu venir. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre après la démission de son prédécesseur Sébastien Lecornu. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Merci à mes enfants. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Dans quel état avez-vous mis la France? Si la France est dans tous ses états, nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons recevoir Fabien Verdier, qui est maire de Châteaudun, président de l'association des villes sous préfecture. Il va nous parler un peu de la colère des maires par rapport aux décisions du gouvernement. Nous aurons ensuite Alain Di Crescenzo, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de France, parce que nous créons une rubrique « Ne lâchons rien ». On va voir comment les entrepreneurs se battent pour préserver une forme de patrimoine. Nous aurons ensuite Cédric Meston, entrepreneur qui va sauver la marque Tupperware. On est tous nés avec Tupperware. Je vous dirai un petit mot sur la SNCF et son ancien président. Et puis nous recevrons enfin, dans la deuxième heure, Philippe Royer, qui est un fils de paysan, qui va nous parler du bon sens commun, comment on en manque et pourquoi il faut le retrouver, ce bon sens commun, en partie pour sauver la France. Voilà quel est le programme de la France dans tous ses états d'aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Et pour commencer, forcément, la composition du nouveau gouvernement, Sébastien Lecornu voulait rompre avec les anciens. Pourtant, les nominations annoncées hier font déjà grincer quelques dents, à commencer par les vôtres, Perico. Oui, on a vu Sébastien Lecornu il y a quelques jours face à Léa Salamé expliquant qu'il avait démissionné, qu'il n'était plus aux affaires, qu'il était à disposition. Il avait d'ailleurs beaucoup de sûreté de lui et je veux dire, sa prestation fut assez convaincante et rassurante. Il avait l'air d'un homme sincère. On se rend compte que finalement tout semblait planifié de ce qui a été annoncé hier. On a donc un gouvernement qui est constitué tel qu'on le sait aujourd'hui. On reproduit à peu près le schéma précédent. Alors si on fait le calcul de ce gouvernement, il est renversable. Si on prend la somme des députés qui le soutiennent, on est à 256-260 selon les sensibilités des uns et des autres. En tout cas, en face, on peut atteindre les 289 voix justifiant ou faisant passer la motion de censure. Donc, comment ce gouvernement, je suppose qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu sont des gens sensés, qui connaissent les enjeux politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire pour obtenir la bienveillance ou l'abstention du groupe socialiste des 69 députés socialistes, si ce n'est en leur livrant, comme un plat de lentilles, la réforme des retraites, qui est, pour l'instant, l'enjeu fondamental du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était la réforme des retraites qu'on nous a expliqué comme étant nécessaire, incontournable, urgente, et qu'elle était non négociable. Et là, ils vont la vendre contre l'abstention du Parti socialiste pour se maintenir seulement au pouvoir. Ce n'est pas très noble pour un gouvernement républicain. Espérons qu'il y a autre chose derrière. Si c'est ça, c'est hallucinant. Et alors, si les socialistes maintiennent leur rejet et votent à motion de censure, ça voudra dire que nos gouvernants ont un petit peu perdu la boule. Voilà ce que j'avais à dire. Vous sentez-vous vous-même trahi, trompé ou au contraire satisfait par ce nouveau gouvernement? N'hésitez pas à réagir. 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le 8 septembre dernier, le mouvement de développement des villes, sous-préfectures et de centralité publiait une tribune dans le magazine Marianne pour exiger du prochain gouvernement davantage de préoccupations vis-à-vis de la France périphérique. Entre-temps, François Bayrou démissionne, Sébastien Lecornu est nommé, il démissionne à son tour et vous connaissez la suite. Quid de ceux qui restent, des maires de petites, moyennes et grandes communes, des conseillers municipaux, des sous-préfets? On en parle aujourd'hui avec le maire de Châteaudun, Fabien Verdier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien Verdier, merci d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Donc vous présidez l'association des maires des villes de sous-préfecture. D'abord, pourquoi avoir choisi cet échelon? Il y a des maires ruraux, il y a des maires de grandes villes. D'abord, il y a une association
des maires de France. Et là, on a une catégorie qui remonte à combien de temps, l'association des maires de sous-préfecture? Nous l'avons créée début de l'année 2023. 2023. Alors pourquoi cet échelon? Moi, ça me parle beaucoup, la sous-préfecture, en termes de territoire. Et quand on cite les noms des sous-préfectures, ce sont des noms qui parlent. Que ce soit Pontivy, que ce soit Saint-Gaudens, que ce soit Castres. Vous voyez, tout le monde dit « Ah, mais je connais une sous-préfecture ». Quel est cet échelon territorial qui justifie qu'elle se constitue en association? Parce que nos villes sont belles, Saumur, Autun, Châteaudun, parce qu'elles ont beaucoup souffert ces 20-30 dernières années, par une quinzaine de facteurs différents. Les grandes régions, la fin des maternités malheureusement pour beaucoup d'entre elles, Figeac, où était né Champollion, ville sous-préfecture Figeac, la désindustrialisation, la mondialisation, le pouvoir donné aux directeurs régionaux, affaires culturelles, le DRAC, directeur régional de l'environnement, directeur régional de la santé, l'ARS, Agence régionale de santé. Et ces villes sous-préfectures ont beaucoup souffert parce qu'elles ont perdu les 80 à l'heure. Et c'est cette maille-là, il y en a 235 en France, en comptant les Outre-mer, Saint-Pierre en Martinique, dans tout notre bassin de vie. Et je vous le disais hors antenne, Napoléon avait créé les préfets, les sous-préfets en parlant de masse de granit sur le sol de France, en 1800-1802, au début du 19e siècle. Et l'idée de notre association, c'est retrouver ces masses de granit sur cette colonne vertébrale de la République que sont Jonzac, que sont Villefranche-de-Rouergue, que sont Romorantin, que sont Châteaudun, que sont La Flèche. C'est un maillage territorial qui parle à nos concitoyens. J'allais dire l'élu municipal et le représentant du corps électoral auprès des citoyens. C'est le premier contact. Mais au niveau de l'État, le premier contact, c'était le sous-préfet. Avec le sous-préfet Auchan d'Alphonse Daudet. Enfin voilà, un sous-préfet. On disait toujours, ça y est, un peu moqueur, un putschiste de sous-préfecture. Enfin, la sous-préfecture, c'est le bâtiment de l'État qui est le plus proche des citoyens. Est-ce que du coup, cette relation entre l'État et nos concitoyens est affaiblie par le fait que les sous-préfectures aient perdu de leurs prérogatives? Considérablement affaiblie. La dernière grande réforme, c'est Raymond Poincaré en 1926 qui avait enlevé des sous-préfectures. Nous, on propose de recoudre le pays, la République, la 5e République, à partir de ce maillage ville, sous-préfecture, sous-préfecture, jambe droite, jambe gauche. Je vous le disais dans la quinzaine de facteurs, avant il y avait les cartes grises qui étaient faites dans les sous-préfectures. En Eure-et-Loire, c'était Nogent-le-Rotrou, Dreux, Châteaudun. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup. On est 7 ou 8 par ville, par sous-préfecture, en comptant le chauffeur du sous-préfet. On a beaucoup perdu. On a perdu les tribunaux, il y avait les prud'hommes, etc. La justice, pouvoir régalien, les greffiers, les magistrats, les gynécologues obstétriciens, la chirurgie. Tout ça a fait qu'on a affaibli considérablement ce bassin de vie, ce chef-lieu d'arrondissement qu'étaient les villes sous-préfectures. Et nous, on propose d'aller vers cette reconnaissance des villes sous-préfectures pour, encore une fois, recoudre la République. Ça a été perdu au profit de qui? Est-ce que la préfecture a récupéré ce tissu, ou pas forcément? Pas tant que ça, parce que quand la ville-préfecture, Châteauroux-Bourges a perdu en base 1, nous on a perdu en base 15 ou 20. Non, c'est les préfectures de région qui ont gagné. L'État régional, Strasbourg, Lille, Nantes, pour citer quelques exemples, et les régions, les grandes régions, la loi NOTRe de 2015 qui a donné du pouvoir aux grandes régions. Et donc, quand tu es Vitry-le-François dans la région Grand Est, tu es considérablement affaibli. Quand tu t'appelles Bressuire, ville sous-préfecture, dans la région Nouvelle-Aquitaine, idem. La fin du député-maire ou du sénateur-maire. Bref, cette quinzaine de facteurs qui ont encore une fois fragilisé ces magnifiques villes qui étaient l'histoire de France et l'ADN de la France. Est-ce que pour autant, c'est un problème de reconcentration de l'État, de décentralisation? Est-ce que vous... J'allais dire c'est une forme de jacquerie que les sous-préfectures protestent. Il y a d'autres associations de maires. Celle-là situe bien l'échelon territorial qui parle aux Français. Est-ce que vous verriez dans une décentralisation avec des pouvoirs régionaux accrus, la possibilité de, j'allais dire, redynamiser le rôle d'une sous-préfecture ou de cet échelon urbain? Oui, on le fait rarement. Prenons l'exemple de la Suisse, où il y a des cantons, une soixantaine de mémoires, il y a un pouvoir exécutif et législatif par canton. Est-ce qu'il ne faut pas redonner, au niveau de l'arrondissement, au niveau de la sous-préfecture, de la ville sous-préfecture ou de l'intercommunalité, des pouvoirs accrus pour redynamiser? Nous, par exemple, nous avons 21 propositions dans notre projet avec les collègues. 15 sont sans coût pour l'État. On insiste bien, 15 sont sans coût. Sans coût pour l'État. Rien. C'est des choses simples. On demande 100 hectares de droits à construire. Parce que le ZAN, le zéro artificialisation net, ça fait partie des 15 facteurs, nous a considérablement affaiblis. Qu'on soit en développement industriel ou qu'on soit en développement de l'habitat. Il nous faut reconstruire des logements. Parce qu'on a beaucoup de passoires thermiques dans nos villes sous-préfectures, villes moyennes. À l'Est-par-Médoc, en Gironde, à Blaye, etc., à Jonzac, à Valenciennes. On demande 100 hectares de droits à construire. Avoir le seuil de administrateur territorial. On a un défaut d'ingénierie. On manque d'ingénierie. Je le dis
avec une note d'humour, on n'a pas de Zidane chez nous. On n'a plus de Normandie, on n'a plus de Polytechnicien, on n'a pas d'Expo. Donc, avoir le seuil à 5000 habitants pour qu'on puisse accueillir des administrateurs territoriaux, c'est les communes, ce sont les communes, villes sous préfecture qui paieraient en DGS, en DGA, cet administrateur territorial, etc., etc. Nos propositions. Cette association des maires de sous-préfecture, elle transcende les partis politiques et les idéologies. Il y a toutes les tendances confondues. Le rassemblement a été facile d'élus peut-être de sensibilités distinctes autour de cette thématique? Non, bien au contraire. Moi, je suis sans étiquette. On a des gens de droite, de centre, de gauche. D'ailleurs, certains, on ne sait pas dans quelle mouvance ou mouvement ils se situent. On parle. La dernière fois, on était à l'Assemblée nationale. Il y avait la Tour du Pin dans le Nord-Isère. Il y avait Rochefort à notre 2e congrès. On dit tous la même chose. Charge de centralité, ville de flux, grosse souffrance sociale. Nous sommes un peu des insulaires de la République. On nous a oubliés. La République nous a oubliés. Vous voyez, Châteaudun, en 1870, face aux Prussiens, nous avons résisté vaillamment. Il y avait un Dunois face à des Prussiens. Bataille célèbre. En Beauce, à Châteaudun, à Loigny-la-Bataille, à Varize, à Civry et à Châteaudun. On avait perdu le 4 septembre 1870. Et en 1877, Patrice MacMahon dit à la ville de Châteaudun, vous avez mérité, je vais vous octroyer la possibilité de faire figurer dans vos armoiries la croix de la Légion d'honneur. Nous sommes la 5e ville de France. Et moi, je le dis souvent, Châteaudun n'a pas abandonné la France. Et pourtant, la France, la République, l'État, me disent certains maires, l'État a abandonné Châteaudun et ses villes sous préfecture. Et c'est bien ça. Peut-être une petite jacquerie comme vous dites, mais c'est penser à nous, on existe. On veut se redynamiser, hôpital, MCO, médecine, chirurgie obstétrique, l'industrie, 100 hectares de droits à construire, qu'amènera de la TVA à l'État demain, c'est des sources de recettes, qu'amènera une balance commerciale pour le pays. Dans l'industrie aéronautique, moi j'ai Safran à Châteaudun, j'ai Vorwerk également dans l'industrie cosmétique, dans la pharma, dans la souveraineté géostratégique de notre pays. Nous sommes la solution, nous ne sommes pas le problème. Et si, Fabien Verdier, l'État décidait dans une réforme structurelle, j'allais dire importante, de dire quelque part le sous-préfet n'a plus lieu d'être, et si le maire de la sous-préfecture devenait le représentant de l'État dans sa commune, est-ce que c'est quelque chose de concevable? Pourquoi pas? Faut être ouvert. En tout cas, le statu quo est mortifère. La République ne tient plus qu'à un fil. Il faut changer profondément le paradigme. Vous parliez, il faut sûrement mieux déconcentrer, il faut sûrement mieux décentraliser. Je parlais de la Suisse tout à l'heure. En tout cas, il faut remettre ces masses de granit sur le sol de France. Nous, ce qu'on dit, nous sommes 234, 235 dans le pays. C'est à échelle humaine, c'est pas 8000, c'est pas 10 000. En comptant les Outre-mer, Calvi en Corse, etc., l'Alsace, jusqu'à Limoux dans le sud-ouest, Alès et le Vigan dans le Gard, nous sommes la solution avec des développements structurels, structurants pour notre République. Pour autant, les enjeux sont pas forcément les mêmes. Toutes les sous-préfectures ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plutôt rurales, d'autres qui sont plutôt urbaines dans les agglomérations. Vous sentez que la citoyenneté se sent concernée par votre combat? Oui, le maire du Raincy, Jean-Michel Genestier est avec nous, Argenteuil a signé des tribunes avec nous. Quel que soit, on est des villes de flux, des villes de centralité où on vient chercher du lycée, etc. On pense qu'il faut des bacs +5 dans ces villes. C'est souvent un maillage fin. Pour gommer cette insularité, il faut se retrouver. Et encore une fois, l'avenir de la France se joue à Montmorillon et à Pithiviers, c'est-à-dire dans ces villes sous préfecture. Et c'est intéressant ce que vous dites sur les maternités. Moi, je suis directeur d'hôpital de profession, on nous a supprimé beaucoup de maternités. On essaye d'enlever celle de Saint-Amand-Montrond dans le Cher. C'est un scandale. Et je défends Emmanuel, le maire. Si on a fait un schéma en disant moins de 300 naissances par an, faut fermer. On n'a jamais regardé les particularismes locaux. En Corse, j'ai eu un député du coin, il m'a dit on ferme ma maternité, je suis à 2 heures de route. Il faut mieux regarder localement. Il faut mieux que les élus gouvernent et choisissent à quelle maille on met la maternité. Et je pense aux femmes. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui accouchent à l'arrière d'une voiture à Châteaudun, sur la Nationale 10 avec la règle des 80 à l'heure. J'ai 30-35 changements de vitesse entre Chartres et Châteaudun, entre la ville sous-préfecture et la ville préfecture. Tout ça est profondément anormal et il faut ressouder le pays à partir de là. Est-ce que les conseils départementaux pourraient s'impliquer plus? Est-ce qu'on pourrait aussi leur donner des prérogatives que n'ont plus les sous-préfectures et des moyens surtout pour que le territoire soit mieux organisé? Tout ce que vous citez là, beaucoup de maires le racontent, s'en plaignent. Voilà, le désert médical, c'est une réalité. Les mobilités, les transports, ça touche énormément de départements. Et les gens d'ailleurs se sentent oubliés par la République à cause de ça. Vous pensez vraiment que le fait de repotentialiser une sous-préfecture pourrait remédier à ces carences de l'État? Par le bassin de vie à Châteaudun, tu as terminé, tu es à Orgeat-en-Beauce, tu es déjà à 30, 35, 40 minutes de la ville sous-préfecture, du chef-lieu d'arrondissement. Déjà, c'est loin quand tu es à l'Argentière en Ardèche, à Barcelonnette, à Castellane, etc., etc. Et donc, ça va repotentialiser, c'est un axe fort. Ville sous-préfecture et sous-préfecture. Les départements peuvent avoir un rôle à jouer, vous avez raison. On a trop éloigné. Qu'est-ce que nous disaient les Gilets jaunes dans les cahiers de doléances? Proximité, proximité, proximité. Et on éloigne. On met le directeur régional des affaires culturelles à Strasbourg.
Strasbourg, très loin de tout le monde, ou à Bordeaux. On met le DGDRS tout puissant, alors qu'il n'a aucune légitimité démocratique. C'est dû à quoi? Économie budgétaire ou ce sont des énarques qui ne connaissent pas le terrain, qui doivent être plus efficaces? La technocratisation de la République. Bien sûr. On a enlevé le pouvoir des élus. Ouais. Pour moi, le maire devrait être le directeur de l'hôpital, parce que la santé est la première préoccupation des citoyens. Oui, bien sûr. C'est le peuple derrière qui serait finalement en responsabilité de son hôpital et pas un technocrate. Et deuxièmement, la sécession des élites. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Je l'ai peut-être un peu moins dit aujourd'hui, c'est que dans la sphère publique ou privée, on est parti de Châteaudun, on est parti de Pithiviers, on est parti de Montmorillon et on a mis les cadres supérieurs à Orléans, à Nantes, à Toulouse, à Paris, dans les grandes métropoles. Il fallait faire ce chemin métropolitain pour être compétitif face à Shanghai, à l'Asie, à Chongqing, à toutes les villes. Oui, c'est pas la même échelle. Mais il faut que ces villes moyennes tiennent, sinon la République tient pas. Nous, on dit qu'il faut un plan puissant d'action pour ces villes sous-préfectures, comme on a lu la loi sur les métropoles en 2014 qui a consacré le fait métropolitain. Et en fait, en mettant des cadres supérieurs à distance, on a filialisé nos villes sous-préfectures. Un chiffre, en 2012, selon l'INSEE, 31% des habitants en Ile-de-France sont des emplois métropolitains supérieurs. 4 supérieurs, 31%, quasiment 1 sur 3. Dans des villes comme Châteaudun, on est plutôt à 12%. Facteur de 1 à 3. La sécession des élites fait qu'on ne connaît pas le club de judo de Châteaudun, le marché, l'Intermarché, et on n'accompagne pas son enfant le samedi matin. Et donc, t'as un séparatisme territorial, t'as une sécession territoriale dans notre République. Est-ce qu'il y a une incidence démographique? Est-ce que, de ce fait, vous avez des habitants qui s'en vont, des gens qui disent on va habiter ailleurs parce que on n'a pas le réseau social, parce qu'on n'a pas les infrastructures de l'État, on n'a pas le niveau scolaire que l'on veut, et du coup, il y a une migration des gens qui vont des sous-préfectures vers d'autres agglomérations? Oui, il y a une migration, il y a eu un exode rural des élites qui sont allés vers les métropoles sur 10-20 ans. Mais à rebours, t'as des gens un peu moins fortunés qui viennent chez nous. Et finalement, on a des classes moyennes inférieures, des classes populaires, des classes qui sont en souffrance. Le revenu médian à Céré, ville des sous-préfectures de Pyrénées-Orientales, c'est 12 000 € par an par habitant. Donc, raison de plus pour avoir plus de prestations sociales et de sécurité. Plus à ceux qui ont moins, c'est ce qu'il faut donner. Et plus de bâtiments à construire. Le ZAN, le zéro artificialisation nette, ne tuera pas plutôt, mais tuerait Châteaudun. Il faut donner 100 hectares en UX, comme je dis, UX c'était dans le PLU, plan local d'urbanisme, pour de droit à construire, faire des usines. Moi, je viens d'accueillir Vorwerk numéro 2 dans le Grand Châteaudun, je suis président de l'Interco. On leur a vendu, avec le Grand Châteaudun, 12 hectares neufs, 13 hectares. Ils ont fait une très belle usine, il y a déjà 130 salariés, bien rémunérés, de la bonne industrie, de la haute valeur ajoutée, une spécialisation intelligente. Ça veut dire que je peux faire 7 à 8 usines. Et j'ai envie de dire, ça repart. Quelques médecins, un dermatologue, des dentistes, des usines. Et on refait République dans ces bassins de vie, dans ces arrondissements, dans ce qui fait la France depuis 2 siècles. Quand vous rencontrez les représentants du corps préfectoral, les préfets, ou le sous-préfet ou la sous-préfète de Châteaudun, ils en conviennent de votre malaise, ou ils sont tenus par un devoir de réserve, où ils reconnaissent qu'effectivement ils voudraient plus de moyens et qu'ils sont en train justement, le réseau sous-préfectoral est en train de se déliter. Ils en conviennent? Ils sont dans leur devoir de réserve, évidemment, mais certains, à demi-mot, en France et ailleurs, ils nous le disent, oui, vous avez raison. On a réouvert le président de la République a rouvert quelques villes sous préfecture il y a quelques années, mais pour en faire quoi? Et donc, oui, il y a un sujet, et je pense qu'ils nous soutiennent à demi-mot, parce qu'ils peuvent pas, ils ont Place Beauvau et la hiérarchie. Mais en privé, ils peuvent vous dire... Mais ils ont ce sentiment, en plus on a fait disparaître le corps préfectoral. On dit par exemple, par rapport à la sécession des îles, on dit, quand vous sortez des écoles, de Polytechnique ou de l'INSP, venez passer 6 mois dans les villes sous-préfectures. De stage de fin d'études, 6 mois. Mais dans la ville sous-préf, encore une fois, pas Orléans. On dit le sous-préfet adjoint, ça pourrait être un directeur de la réindustrialisation. La DGE, Direction Générale des Entreprises, ils sont à Bercy, ils font des visites d'usines en visio. Rendez-vous compte, en visio, on n'est plus dans le terroir, on n'est plus dans l'Aubrac, on n'est plus en Dordogne à Bergerac. 300 personnes ont été recentralisées ces dernières années dans la DGE à Paris. Je ne sais jamais s'ils sont à Bercy ou à Ivry-sur-Seine. Mettons-les dans les 235 villes sous-préfecture. Je dis bien dans la ville sous-préfecture, pas à Toulouse, dans la préfecture de région. On les met à Saint-Gaudens, on les met à Muret, et on les met avec le sous-préfet pour réindustrialiser, trouver des fonciers disponibles, des terrains disponibles et réindustrialiser le pays. Ça sera source de balance commerciale, de valeur ajoutée et de TVA pour le pays. Alors, la composition du gouvernement vous touche un petit peu, puisque le président des maires de la ruralité, Michel Fournier, élu d'une petite commune des Vosges, a été nommé ministre de la ruralité. C'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous rassure, ou vous craignez au contraire qu'on ait nommé Michel Fournier à ce poste-là pour le neutraliser? Je vais vous répondre, Michel Fournier serait président de la République ou un autre Premier ministre, oui. Il ne devrait pas être secrétaire d'État ou ministre délégué, il devrait être ministre d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Sébastien Martin, pareil, etc. Bien sûr. Il faut remettre au cœur du pouvoir ces élus de terrain,
cette proximité avec la République. Donc il va faire du bon boulot ou vous pensez qu'au contraire ils vont le neutraliser? On le souhaite, mais avec les motions de censure qui s'annoncent, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Mais le fait qu'il y ait un ministre de la réalité est un poste qui pour vous semble légitime. Il serait ministre d'État à Place Beauvau, ça serait encore mieux. Oui. Sébastien Martin et tous les autres qui connaissent le terroir. Sébastien Martin, Saône-et-Loire. Il faut refaire République. Il y a trop de franciliens dans ces gouvernements depuis des années, depuis Gabriel Attal. Ce n'est pas possible que les Yvelines, les Hauts-de-Seine et Paris-Centre gouvernent un pays de 68 millions d'habitants, où il y a 100 départements, où il n'y a jamais personne de Guadeloupe, jamais personne de Corse, rarement quelqu'un de région sud, rarement quelqu'un d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine ou Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas normal. Même s'il y en a un ou deux ce coup-ci, il y a trop de franciliens. Merci Fabien Verdier, on vous a entendu et on espère que votre démarche aboutira. Merci à vous. Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'INSEE a publié en toute fin de semaine dernière des données nouvelles sur le nombre et la proportion des étrangers et des immigrés en France. Et la chronique de Dominique Seux sur France Inter ce matin ne vous a pas plu, Perico? Disons qu'elle m'a étonné, Dominique Seux, qui est toujours quelqu'un d'avisé, même si il se positionne dans une lecture très très précise de l'économie et de la politique, disait ce matin que la démographie, quelque part, si il n'y a rien à voir, d'autres pays européens en ont plus que nous. Il signalait qu'il y en a, je crois, c'était 433 000 qui arrivent par an, et que c'était surtout un ressenti. Dominique Seux insiste sur le fait que notre situation démographique fait qu'il faudra toujours avoir des immigrés, puisque notre population ne permet plus, j'allais dire, de fournir de la main-d'œuvre dans certaines activités socio-professionnelles, et qu'ensuite, effectivement, aux journées historiques de Blois, voilà, une tribune avait signalé qu'on parlait toujours il avait cité la racaille et jamais de l'immigration qui marche, mais oui, c'est un fait, bien sûr que la France a des étrangers, a des immigrés, elle en a toujours eu, qui sont intégrés, et voilà, on parle de ceux qui posent problème. Le souci premier de l'immigration, c'est que la France puisse, s'il s'agit, comme disait Michel Rocard, d'accueillir toute la misère du monde, elle ne le peut pas, mais si elle doit quand même le faire, c'est d'assurer à ces populations qui viennent en France des conditions de séjour, de travail, des conditions sociales décentes, et si, évidemment, le seuil est franchi d'une immigration non choisie, on n'arrive pas à remplir cet enjeu. Voilà, donc je m'étonnais que Dominique Seux, qui plutôt avisé d'habitude, résume le problème de l'immigration à ce constat. Et puis un coup de gueule à l'endroit du président de la SNCF. Alors, en 2023, on va citer les chiffres, la SNCF a coûté 21 milliards d'euros à l'État. C'est-à-dire que l'État, nos impôts, ont contribué pour 21 milliards au financement de la SNCF. C'est un service public, ce sont les chemins de fer. C'est tout à fait normal. Cela correspond à peu près à 1 000 euros payés par chaque contribuable pour ce financement. Cela a permis, ce don, à son président d'alors, Jean-Pierre Farandou, de signer un accord d'entreprise qui lui a permis de contourner la loi sur les retraites décidée par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il a pris une décision, lui, dans sa Société nationale des chemins de fer français, de prolonger, de raccourcir, de ménager les retraites de façon contraire à ce que la loi nationale le prévoyait. Il s'avère aujourd'hui que Jean-Pierre Farandou a été nommé ministre du Travail. Ne doutons pas, puisque c'est l'enjeu, je le disais tout à l'heure, l'enjeu c'est la réforme des retraites, de l'abandonner. Ne doutons pas qu'il donnera des conseils avisés au Premier ministre pour torpiller la loi sur la réforme des retraites. Voilà, je fais ce constat. On verra bien ce que ça donnera dans les heures qui viennent au moment de la déclaration de politique générale. Sud Radio, la France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Voilà, nous lançons une rubrique dans la France, dans tous ses états, et c'est une thématique qui correspond bien à notre esprit. Ne lâchons rien. Alors sur Sud Radio, on n'a jamais rien lâché et on lâchera jamais rien. Mais là, nous sommes avec les chambres de commerce et d'industrie qui représentent, j'allais dire, ce tissu économique sur les territoires, ces chefs d'entreprise qui se battent pour créer et sauver des emplois. Et nous sommes en ligne avec Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Alain Di Crescenzo, merci d'être sur Sud Radio. Et nous n'allons rien lâcher, nous non plus. Quel est le but de cette démarche, de ce combat ?
Écoutez, d'abord, merci à vous de rien lâcher aussi. Le but de cette démarche, c'est que c'est vrai que dans la morosité actuelle, on a tendance à voir la bouteille à moitié vide, et moi j'ai envie de la voir à moitié pleine, parce que ce qui fait gagner la France, c'est ceux qui ne lâchent rien et ceux qui regardent dans la bonne direction. Et l'idée, c'est de mettre en exergue, de mettre en valeur ces entrepreneurs qui, malgré les difficultés, quel que soit leur domaine d'activité, que ce soit de l'industrie, des services, du commerce, ne lâchent rien, se lèvent tous les matins, bossent dur pour faire gagner leur entreprise, pour faire gagner leurs collaborateurs et pour faire gagner notre pays. Quelle est l'échelle de ce qu'on appelle la Chambre de commerce et d'industrie, constitue pour nos auditeurs, parce qu'il y a aussi les arts et métiers, les artisans. Une Chambre de commerce et d'industrie, c'est quel type d'activité ? Alors écoutez, les chambres de commerce et d'industrie s'occupent de toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a 5 millions d'entreprises en France, elles représentent toutes les entreprises, elles sont là pour les accompagner. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a une particularité sur l'artisanat, et donc sur l'artisanat, nous travaillons, les chambres des métiers travaillent aussi sur cette cible-là, et nous avons une partie des artisans qui sont aussi des commerçants. Mais pour résumer les choses, toutes les entreprises aujourd'hui, la majorité des entreprises hors entreprises artisanales qui font du commerce, sont accompagnées par les chambres de commerce et d'industrie. C'est à échelle départementale ? Alors, nous sommes à tous les niveaux. Nous sommes là où se font les opérations sur les départements. Nous avons aussi des chambres de commerce de région qui sont là pour faciliter justement les opérations pour les départements. Et moi, je suis donc président national de CCI France. C'est la tête de réseau. C'est celle qui travaille sur les stratégies de déploiement des actions, qui négocie ses budgets avec l'État et qui décide des plans d'action pluriannuels. Vous-même, Alain Di Crescenzo, vous êtes à la tête de quel type d'entreprise ? Alors moi, je suis un vieux monsieur, maintenant j'ai 63 ans, mais je travaille, j'ai été pendant 25 ans président d'une entreprise qui était cotée en bourse, qui faisait des logiciels pour l'électricité, qui s'appelait IGE+XAO. Et aujourd'hui, j'accompagne toujours cette entreprise-là. Dans quel cadre, aujourd'hui, un chef d'entreprise, un petit patron ou même un grand patron a une raison de s'adresser à vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement? Soit ils vont bien et ils peuvent améliorer leurs prestations, soit ils sont en difficulté, vous pouvez servir de conseil? Exactement. Mais écoutez, ça commence, vous savez, on accompagne les entreprises tout au long de leur cycle de vie, de la création jusqu'à la transmission, en passant par leur développement. Le premier réflexe qu'ont les entrepreneurs, enfin les néo-entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, c'est de venir nous voir pour présenter leur dossier et pour regarder de création et pour regarder si effectivement, donc tout y est, les ingrédients sont là pour réussir dans la création d'entreprise. Et on reçoit à peu près 1,5 million de porteurs de projets par an. Et ensuite, tout au long de leur cycle de vie, post-création, les entrepreneurs viennent nous voir pour effectivement s'améliorer, pour aller à l'international, pour développer de nouvelles succursales, pour réindustrialiser leurs process, pour verdir leurs équipements. Et in fine, si vous voulez, la boucle se reboucle. Ils viennent aussi nous voir pour la transmission de leur entreprise. Nous voilà. recevions Et donc ça fait, ça fait que nous accueillons chaque année 1 130 000 entrepreneurs et porteurs de projets. Donc on est sur du gros volume. Alors justement, nous recevions l'autre jour Laurent Michalon qui préside, j'allais dire, l'association des très petites entreprises. Il nous expliquait quand même que ça commence à devenir de plus en plus périlleux, difficile et douloureux pour un petit patron en France. Est-ce que, à votre échelle, vous avez cette même lecture? Il y a aujourd'hui, même si on est là pour parler évidemment de ce qui va bien et pour souligner le courage des entrepreneurs, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des entraves et des épreuves qui sont vraiment insupportables pour un patron français? Écoutez, la première épreuve qu'on a, si vous voulez, c'est la conjoncture et le fait qu'on sort d'années de crise. Je pense à nos amis commerçants qui ont vu donc les gilets jaunes, qui ont vu la période Covid, qui ont vu la période inflationniste et qui voient arriver le commerce électronique. Si vous voulez, ça fait beaucoup de choses, d'accord? On n'a pas une conjoncture porteuse actuellement, et ça c'est le premier sujet. Et dans cette conjoncture non porteuse, on va venir ajouter des éléments qui sont des éléments qui vont empêcher, qui vont gêner l'entrepreneur. C'est bien sûr, vous le savez, la sur-administration. On parle simplement de la simplification depuis des années. Et on sait qu'il y a 60 milliards d'euros d'économies et de gains à faire en simplifiant la vie des entreprises. Vous vous y attaquez ou non, justement? Est-ce que vous vous y attaquez à ce sujet?
Alors écoutez, on a été hyper promoteur de la démarche qu'a lancée l'État pour avoir des pistes de simplification. On est candidat pour faire le test PME qui est très important. C'est soit un nouveau dispositif, avant de le lancer, regardons s'il est adapté. On est prêt à faire ça gratuitement. Le gouvernement Barnier avait décidé de nous le confier. Entre-temps, ça a pas mal bougé. On espère toujours que le gouvernement va nous le confier. C'est de l'argent facile à faire. Ça va donner de la liberté, ça va donner de l'oxygène à nos entreprises. Il faut le faire. Et le dernier sujet, peut-être, sur lequel les entreprises sont empêchées, entre guillemets, ou gênées, c'est le manque de visibilité. Et vous savez comme moi qu'une entreprise, elle ne travaille que dans le temps. On est dans le temps long. Et effectivement, si on veut investir, si on veut embaucher, il faut qu'on ait une certaine visibilité et lisibilité. Et puis, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Je rappelle qu'on a eu 6 gouvernements en moins de 2 ans. Alors, on attend, si vous voulez, cette visibilité, cette lisibilité. Cette composition du gouvernement telle que vous en avez pris connaissance hier, est-ce qu'il y a un élément qui peut vous permettre d'espérer une amélioration de vos relations avec le pouvoir exécutif? Ben, écoutez, l'élément, c'est qu'il est là. Déjà, c'est important parce que notre pays ne fonctionne pas, si vous voulez, sans gouvernement. Donc, nous avons un gouvernement, ça veut dire que, concrètement, nous avons des interlocuteurs pour pouvoir discuter des dispositifs publics, du projet de loi de finances, et qui touche, bien sûr, particulièrement les chambres de commerce et d'industrie. Et voilà, donc ça, c'est la bonne chose. Donc, nous avons nos 2 interlocuteurs qui sont là. C'est à la fois, donc, le gouvernement et le Parlement. Voilà, donc nous sommes, je dirais que on est constitué sans jeu de mots quoi, par rapport à la Constitution, et nous allons pouvoir avancer. Donc vous attendez que Serge Papin vienne vous voir et que vous envisagiez avec lui quelques solutions à mettre en place pour améliorer la situation? Alors c'est plus que ça, c'est que j'ai déjà demandé un rendez-vous. J'imagine. Si vous voulez, nous on est très mobiles, on est des entrepreneurs, donc on n'attend pas. Donc on est là, si vous voulez, pour provoquer les situations. Et donc j'ai 2 sujets donc très clairs à voir. C'est à regarder un plan d'accompagnement d'urgence dans nos entreprises, vous l'avez dit, et même si on veut être résolument positif, il faut être réaliste, on est sur des records de faillite actuellement. Et vous le savez bien, ça a été un record en 2024, on aura un record en 2025, et si on ne change rien, on aura un autre record en 2026. C'est la difficulté des entreprises, c'est des plans d'accompagnement les plus pointus possibles, et d'être soutenu aussi, parce que nous, dans ces projets-là, on a toujours nos ressources qui sont remises en cause, et on peut pas travailler si on n'a pas d'effectifs, on n'a pas nos collaboratrices et collaborateurs qui sont avec nous et motivés. On vous souhaite bon courage. Évidemment, on suivra cette actualité. Nous nous retrouvons tous les jours avec les chambres de commerce et d'industrie pour un prochain Lâchons Rien. Merci Alain Di Crescenzo. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Vous en possédez forcément au fond de vos placards mal empilés, les couvercles jamais à la bonne taille, les Tupperware ou Tupperware, ces boîtes en plastique inventées en 1946 par l'ingénieur américain Earl Tupper. Eh bien, cette marque historique a failli disparaître il y a 1 an. Elle était placée sous le régime américain des faillites. Son titre de bourse était suspendu à New York. Mais c'est un Français qui l'a sauvé et il est avec nous aujourd'hui, Perico. Bonjour Cédric Meston. Bonjour Eric, bonjour Maud. Vous n'imaginez pas mon plaisir de vous avoir parce que je suis implanté en Touraine, en Indre-et-Loire, à Azel-Rideau, et longtemps, je suis passé à jouer les tours devant l'usine Tupperware, et je regardais ça comme Notre-Dame, hein. C'est là qu'était fabriqué le Tupperware, qui est cet instrument, moi qui aime la cuisine et la gastronomie, et je vis encore grâce au Tupperware. Je sais pas comment je pourrais faire sans Tupperware, hein. On me dit mais c'est fini, c'est dépassé, et là j'apprends quand l'usine a fermé en 2018, le deuil départemental, tout le monde en parlait, même les gens qui n'étaient pas concernés. La fermeture de Tupperware Joli-Tour, c'était la fin de l'économie tourangelle du département, et le sauveur arrive. Voilà, c'est pas un sauveur qui forme un gouvernement, c'est un sauveur qui relance l'activité. Alors, on dit Tupperware ou Tupperware? Alors, c'est une très bonne question. Moi, pour tout vous dire, ça fait 9 mois donc je suis chez Tupperware et je ne sais pas encore s'il faut dire Tupperware ou Tupperware. Parce que localement, ils vous disent Tupperware. Et ils vous disent mon Tupperware. Parce que voilà, c'est vrai. Ouais, ça dépend où. Non, mais sinon, c'est Tupperware. Cédric Meston, quelle mouche vous a heureusement et génialement piqué pour que vous décidiez de relancer cette petite boîte qui transforme la vie des gens qui font la cuisine, puisque ça permet surtout de garder les restes et de les remanger quelques jours après. Oui, absolument. Alors l'aventure Tupperware France, c'est un succès, c'est une très belle histoire, une belle réussite collective avec le management de Tupperware France et avec plusieurs de mes associés entrepreneurs. Donc on a repris la filiale Tupperware France qui était en faillite après la faillite du grand groupe américain. Et aujourd'hui, on relance l'aventure Tupperware
pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, à partir de l'entreprise française, donc dans laquelle avant il y avait donc une très belle usine qui malheureusement a fermé en 2018. Et aujourd'hui, progressivement, on se relance. Donc, on a racheté l'entreprise. On était à quelques semaines de la liquidation en février. Et Tupperware France donc, est sorti de procédure collective fin juillet. Et depuis, on se relance en Europe. Vous restez à jouer les tours ou non ? Alors, pour l'instant, non. Malheureusement, du coup, le site de Jouer les Tours a été fermé. Même les moules de production industrielle qui étaient à Jouer les Tours, qui était un des berceaux de l'innovation de Tupperware, ont été transférés dans les autres usines du groupe. Mais nous, un des enjeux qu'on a, c'est on aimerait beaucoup réussir à réouvrir un site de production européen de Tupperware avec tous les enjeux aujourd'hui de frais de douane, de normes. Ça fait beaucoup de sens et c'est un des projets sur lesquels on travaille. Alors les boîtes, les fameuses boîtes seront fabriquées où ? Et je pense qu'il y aura de nouveaux modèles. Vous gardez un peu du concept ancien, juste avec le clic, où il y aura de l'innovation technologique. Je cherchais mes mots. Oui. Alors, il y a de tout. Aujourd'hui, on distribue plus de 200 produits Tupperware, parmi lesquels donc il y a toujours des boîtes en plastique comme nos grands-parents ont. Hermétiques. Mais aussi des hermétiques, bien entendu. Mais également des dizaines et dizaines de produits innovants, comme typiquement des gourdes, on a des pochettes en silicone, on a des produits qui sont en verre, en inox, même en fonte. L'enjeu, c'est vraiment d'apporter de l'innovation, apporter des nouvelles manières de consommer qui soient plus pratiques et toujours de bonne qualité pour tous les consommateurs. Quel est l'esprit du Perroir ? C'est une fonctionnalité, c'est une qualité, c'est un service ? C'est les trois. C'est une fonctionnalité innovante au service du consommateur, toujours de bonne qualité. Vous vous adressez à quel marché ? À la ménagère, si on peut s'exprimer ainsi, ou vous ouvrez au contraire des perspectives sur la façon de gérer ces aliments ? Est-ce qu'il y a une notion environnementale ? Est-ce qu'il y a un anti-gaspillage, une amélioration de la conservation ? Alors, Tupperware a toujours innové et a toujours proposé des nouveaux produits qui correspondaient aux demandes des consommateurs. Donc aujourd'hui, pareil, notre gamme a évolué pour correspondre aux attentes des nouveaux consommateurs d'aujourd'hui, parmi lesquels notamment il y a beaucoup de jeunes qui vont chercher des produits qui sont plus écologiques, donc typiquement à base de bambou recyclé ou de verre, mais également des produits innovateurs pour des petites surfaces. Par exemple, on a un produit qui permet un micro-pro-grill qui permet de griller des aliments au micro-ondes, donc qui remplace un four. On a un certain nombre d'innovations culinaires comme ceci. L'enjeu, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux consommateurs. Maintenant, on s'adresse vraiment à tout le monde. Et dans nos vendeurs, on a toujours entre guillemets la ménagère de 50 ans qui travaille pour nous depuis des années. Mais aujourd'hui, on a aussi des jeunes qui vendent nos produits, typiquement sur Instagram et sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, à votre avis, a été à l'origine, j'allais dire, du désamour ou de la disgrâce de Tupperware ? C'est un changement de mœurs ou parce que on ne prépare plus aujourd'hui, j'allais dire, l'acte alimentaire avait changé de formulation ? Non, la raison de la faillite de Tupperware au niveau mondial est triple. Tupperware, donc c'était un groupe américain qui était donc coté en bourse à New York, qui datait de 1945, qui faisait en 2020 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, il y a eu 3 problèmes. Le premier, c'est le Covid. Le Covid donc a significativement impacté le modèle de vente, donc les ventes à domicile. À côté de ça, le groupe se basait beaucoup sur ses acquis, avait peu évolué, était peu digitalisé. Donc la combinaison du Covid plus l'absence de digitalisation, couplée à une augmentation de la concurrence avec des produits un peu plus bas de gamme qui venaient d'Asie, ont fait qu'au global, le groupe a perdu du chiffre d'affaires. Il est passé de 4 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre début 2020 et fin 2024. Et en novembre dernier, fin 2024, le groupe est rentré dans ce qu'on appelle Chapter 11. Donc c'est la procédure de faillite aux États-Unis. Il a alors été sorti de bourse par ses créanciers qui ont repris 8 grosses filiales aux États-Unis, au Canada et également en Asie. En revanche, l'Europe, il y avait plus de 250 millions d'euros de passifs et malheureusement, ils n'ont pas repris l'Europe. Donc toutes les filiales européennes sont retrouvées donc en liquidation. Et c'est à ce moment-là qu'on a racheté l'entreprise française et qu'à partir donc de cette filiale Tupperware France, on relance l'aventure Tupperware en Europe. Mais alors dites-moi, Cédric Meston, vous prenez quand même un risque, c'est pas évident. Vous avez fait une étude de marché, vous êtes sûr de votre coup, vous allez devoir accompagner ça d'une très belle communication pour convaincre les Français de revenir vers cette forme de conditionnement où vous reconnaissez quand même qu'il peut y avoir, ça peut être casse-gueule.
Ah bah il y a pas de secret, c'est difficile ce qu'on fait. Et quand on a racheté l'entreprise Tupperware France, on était à 2 semaines de la liquidation. Tout le monde pensait que ça allait pas fonctionner. Et finalement, depuis c'est une aventure collective qui est très forte. On a eu énormément de soutien des consommateurs, des partenaires, toute l'équipe. On a retravaillé ensemble pour créer des applications de vente pour permettre aux vendeurs qui avaient arrêté de travailler pendant plusieurs mois de revenir travailler à nos côtés. Combien d'emplois vous avez sauvés, vous allez créer? Alors aujourd'hui, on n'est plus que 40 employés chez Tupperware France. Par rapport à quel était le chiffre précédent? C'était plus de 400 personnes quand il y avait l'usine de Jouet et Tours, donc ça a beaucoup baissé. Nous, on a repris tous les collaborateurs qui étaient encore là en fin d'année dernière. Et derrière, on a plus de 20 000 vendeurs indépendants qui sont en toute l'Europe et qui distribuent nos produits Tupperware France. Alors, je ne vais pas vous faire de la publicité, même si on est en train d'en faire. Quel est votre message marketing? Allez, pour quelles raisons, aujourd'hui, j'allais dire dans les foyers français, dans le consommateur d'aujourd'hui, vu nos mœurs alimentaires, on est quand même sur du extrêmement transformé. C'est de la bouffe industrielle, on va en grande surface, on achète des boîtes, on met au micro-ondes, on ingurgite. Or, le Tupperware est là pour nous reproposer une autre lecture de l'acte alimentaire. Qu'est-ce que vous suggérez? Pourquoi vous avez envie que ça marche? Moi, ce que je trouve fort avec Tupperware, c'est la qualité des produits. Et moi, typiquement, mes Tupperware, mes boîtes en plastique Tupperware, parce qu'on fait pas que des boîtes en plastique, les boîtes en plastique, elles ont plus de 30 ans, et c'était avant à ma grand-mère, et elles fonctionnent encore très bien. Donc, il faut sortir de cet univers un peu de consommation, de toujours acheter des nouveaux produits, changer toutes les semaines de boîtes, etc. Tupperware, c'est des produits plus chers, mais de meilleure qualité qui peuvent durer très longtemps. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ait un produit qu'on puisse réutiliser des centaines et des milliers de fois, sans qu'il soit abîmé. C'est ça l'esprit Tupperware. Donc, c'est une démarche écologique. Absolument. C'est une démarche écologique, à la fois avec des produits en plastique, parce qu'on peut prendre un peu de plastique, ce qu'il faut juste pas, c'est changer toutes les semaines de boîte en plastique. Une boîte en plastique qui dure 30 ans, c'est très bien pour l'environnement. Et à côté de ça, il y a aussi des produits en verre, des produits en inox, en acier, etc. Vous avez été bien accueilli par les pouvoirs publics, par les instances professionnelles, les chambres de commerce, parce que là, vous allez, si ça marche bien, vous pouvez relancer une activité nouvelle dans ce secteur du conditionnement alimentaire. Absolument, absolument. Et pour le coup, nous, on a eu un soutien qui est vraiment très fort. Et je remercie tous les gens qui ont racheté les Tupperware, qui nous accompagnent, parce que nous, l'aventure est dure et relancer une entreprise comme ça au bord de la faillite, c'est dur. Mais on a eu énormément de soutien. On fait partie des quelques, bonnes nouvelles et belles histoires dans le contexte politique, économique actuel qui quand même est assez négatif. Donc, on a eu beaucoup de soutien et vraiment, je remercie tous ceux qui nous ont aidés, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est encore là aujourd'hui et que pour l'instant l'entreprise est en bonne voie de retrouver une trajectoire saine. Merci Cédric Meston. Je rappelle, moi, quand je mets par exemple de la salade de tomates dans un Tupperware, eh bien, ça améliore. C'est pas seulement de la conservation. Vous avez un peu comme le sous-vide, vous avez des plats qui s'améliorent en séjournant 24 ou 36 heures au frigo dans un Tupperware. Eh bien, il y a une osmose qui s'est faite à l'intérieur de la boîte et culinairement, c'est encore meilleur. Courage, Cédric Meston, on est avec vous et on vous reprendra bientôt en ligne pour savoir comment a évolué l'opération de sauvetage de Tupperware. Merci. Parlez-nous de vos Tupperware 0826 300 300. Non, parlez-nous surtout de ce que vous inspire l'actualité, un nouveau gouvernement. Oui, mais pour combien de temps? À quoi bon? Vous avez forcément quelque chose à dire et ça tombe bien car on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun paru aux éditions Fayard. Le bon sens paysan au service de la France. Pourquoi pas? À tout de suite. Nous recevons Philippe Royer dans La France dans tous ses états. Philippe Royer qui est l'auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun. Bonjour Philippe Royer. Bonjour Perico. Votre livre est un bonheur, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que dans le climat, c'est une excellente idée. Excellente idée. Dans le climat ambiant qui est plutôt crispé et tendu, avec sa cohorte de mauvaises nouvelles, j'allais dire, c'est litanie de désespoir, c'est foutu, on est dans la mouise, on va pas s'en sortir, et tout le monde surenchérit pour savoir quelle est la situation la plus catastrophique qui va arriver. Je pense toujours à cette phrase de Schopenhauer: aujourd'hui est mauvais, demain sera encore plus mauvais, jusqu'à ce que le pire arrive. Il s'étonnait que
personne ne vienne à ses cours. Et on lit Fils de paysan de Philippe Royer. Votre ouvrage, je veux dire, c'est un cri de bonheur. Ça n'élude pas les problèmes. Ça ne met pas le couvert sur ce qui nous fait mal. Mais il y a plus qu'une lueur, une lucarne d'espoir, en ce sens que vous expliquez ce qu'est le bon sens. Effectivement, c'est peut-être aujourd'hui la valeur qui nous manque le plus. Le bon sens, c'est quoi? Si je me permets, c'est d'abord l'aptitude à comprendre le réel, puis à l'admettre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est complètement d'accord sur ça et l'objet de ce livre, j'avais écrit un premier livre qui a été s'engager pour le bien commun il y a 3 ans. Bien sûr. Et ce premier livre disait en quoi la somme des individualismes ne ferait pas le bien commun. Et là, Fayard est venu de me demander d'écrire en quoi le bon sens pouvait redonner un élan aux vies et une chance pour le pays. Et effectivement, il n'y a pas de chance tant qu'on revient pas au réel. Parce que dès qu'on revient dans le réel, ce qu'est le sens de l'agriculture, en agriculture, on ne peut pas tricher dans le monde. On peut pas tricher avec une plante. Si on veut qu'elle pousse plus vite, on la déracine. Et donc, il faut revenir dans ce réel pour mieux se projeter. Descartes disait, il parlait des Français, que le bon sens était encore la valeur la plus partagée. À l'époque, il parlait des sujets du roi de France. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Est-ce qu'il y a plus de gens qui détiennent du bon sens qu'on ne le pense? Ou quand même, est-ce qu'on en a moins qu'on en a eu du bon sens? Alors moi, je pense qu'on a vraiment perdu la notion du bon sens, notamment au niveau des élites. Je pense qu'il y a des élites qui ont gardé le sens des choses, mais qu'il y a une part des élites qui a perdu vraiment le bon sens. Et donc, il faut retrouver ce bon sens et cette simplicité. Je dis souvent qu'il était un temps, jadis, où la simplicité était source de richesse. Et aujourd'hui, cette simplicité est devenue source de pauvreté. On dit des gens simples qui sont pauvres, alors que la simplicité doit vraiment venir, parce que la simplicité, c'est quoi? C'est le lien, c'est l'ancrage dans le réel, c'est la capacité à redésirer ce qu'on a déjà, et c'est de revenir au fait que dans la vie, il faut une partie de don, et qu'on va pas tout résoudre avec des impôts, et donc il va falloir faire un pas de côté au niveau de chaque Français. Votre livre, je dis, c'est un guide de l'hygiène de l'existence. C'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi de la vie aujourd'hui en France. Alors les premières pages relèvent presque l'image d'Épinal. Je dis ça avec émoi et gentillesse. Alors, pas une image d'Épinal d'un folklore désuet, celle d'un quotidien simple dont on a le droit et l'envie d'assurer une continuité. Moi, quand je vous lis, je me dis, mais d'abord, je partage ces valeurs, mais je veux que ça continue, je veux que ça dure. Il faut que ça dure et que ça perdure. C'est de quoi je parle dans cette première partie, qui est dans la partie témoignage. Je parle de cette sobriété heureuse, voilà, de cette capacité à vivre simplement dans le bonheur, parce que j'ai eu l'amour de mes parents, parce que on était dans une ambiance qui était saine, on avait beaucoup de valeurs, et aujourd'hui, je pense qu'on a voulu se déraciner de ça, et il faut se réraciner dans ça, parce que dès que vous déracinez un arbre, vous avez plus de fruits. C'est logique. Donc, on a perdu ces notions fondamentales de la vie. Je pense il faut revenir en fin de compte à la vie, et il faut accueillir la vie et s'emparer de la vie. C'est ce que je propose dans le livre à chacun des Français. Vous illustrez de façon très concrète ce que François de Closet a dans son best-seller Toujours Plus, et vous estimez aujourd'hui que le Toujours Plus est devenu quasiment un mode de vie avec la consommation, avec ce besoin toujours d'avoir davantage, et qu'on est plus obsédé par la certitude et la garantie d'avoir toujours plus que de se rendre heureux, de se contentant de ce que l'on a. Ouais, et moi je parle du fait qu'on est là dans la fin de la tyrannie de toujours plus pour aller vers le toujours mieux. Je pense qu'on a été dans la tyrannie de la volonté et de l'avoir. On pensait qu'il suffisait de vouloir et il suffisait de l'intellectualiser pour arriver à ça. Et je pense qu'on a montré que la limite de ça, l'enjeu c'est d'être à nouveau. C'est-à-dire de se refaire présence aux autres, de recréer un lien qui fédère les Français par rapport à ça, et qui pas du tout bisounours, parce que je propose plein de mesures qui sont d'envergure et radicales, mais par contre je pense qu'elles doivent être animées de cet être et de cette capacité à faire avec les autres. Et on a complètement perdu ces fondements simples mais pourtant si efficaces. Alors très important, je vais un peu décrypter votre enracinement territorial. Vous êtes né dans un endroit que j'apprécie beaucoup, qui est la Normandie, qui est l'Orne, dans le territoire d'Argentan. Vous êtes près de
près d'Argentan. C'est la plaine de l'Argentanaise. On est entre le Don-Fronté et puis le Pays d'Auge qui n'est pas loin. Oui. L'Orne, c'est le département du Camembert, n'oublions pas. Et il y a évidemment une tradition bocagère forte avec de l'élevage. Vous êtes vraiment dans un milieu paysan. Je suis né dans un milieu paysan à la frontière de la plaine et à la frontière de la vallée de l'Orne. Et dans ce milieu, c'est un milieu où il y a... Montgarou, c'est bien ça, c'est Montgarou. Montgarou, petite commune de 300 habitants dont mon papa a été maire pendant 3 mandats. Et j'ai vu ce sens de l'autre, ce sens de la relation locale. Vous savez, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous avez 2 heures de secrétariat de mairie par semaine. Donc tout le reste, ça se passe chez vous. C'est tous ces maires qui sont engagés et qui servent le bien commun. Et moi, j'ai vu ce don de mes parents, et c'est certainement dans ce don de mon père que je trouve aujourd'hui l'énergie de l'engagement qu'est le mien pour revenir à ces fondamentaux et à ce sens-là. Et cette Normandie où mes parents étaient agriculteurs, maintenant c'est mon beau-frère et mon neveu. Et vous expliquez, vous auriez pu hériter, c'est le cousin Maxime qui finalement a pris la suite et c'est un bonheur pour votre famille parce que l'exploitation continue à vivre. Plus beau cadeau pour mon papa qui est décédé maintenant et pour ma maman qui est toujours vivante à 92 ans, le plus beau cadeau pour un agriculteur, c'est qu'il y ait une succession de l'exploitation familiale et que les choses perdurent. Et on a besoin d'être dans une France où on arrête d'abîmer, on arrête de détruire pour faire perdurer. C'était un élevage laitier ou c'était de l'allaitant? C'est un élevage laitier et aujourd'hui, Maxime, mon neveu, produit toujours du lait pour le moulin de Carrel. C'est le camembert bien sûr, c'est le camembert au lait cru Nord-Normandie, moulin de Carrel et Jor, qui sont les 2 camemberts de Lactalis au lait cru d'appellation d'origine contrôlée. Et donc, je vois dans les yeux de mon neveu la fierté que le lait produise un produit haut de gamme. Et je pense que c'est cette notion du terroir. On a oublié le monde rural, on a oublié ces valeurs de terroir. Ces valeurs de terroir ont beaucoup à dire au monde urbain. Votre papa, quand vous étiez gamin, c'était un élevage en vache normande, je suppose? Élevage en vache normande. Et ça l'est toujours? Et ça l'est toujours? Formidable. La meilleure vache du monde, le meilleur lait du monde. Meilleur lait du monde et tout en ayant la modernité de notre temps avec des outils connectés parce qu'il faut vivre avec son temps et comme c'est du lait cru, il y a une exigence d'hygiène qui est extrêmement forte et on arrive à maintenir cette tradition historique et toute cette modernité nécessaire au regard des exigences consommateurs. Vous avez eu un moment une inquiétude pour cette filière de vaches normandes au lait cru? Là, aujourd'hui, on est en train de renormandiser. Les nouvelles normes de l'appellation d'origine défendent l'identité normande sur le lait. Il y a eu une période un petit peu charnière où on pouvait s'inquiéter? Oui, on a eu une phase d'inquiétude et en plus, comme j'ai travaillé pour le secteur de l'agriculture, je l'ai bien perçu. J'ai eu une phase d'inquiétude dans l'hyper-normalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la France se bureaucratiser. Vous avez été au contrôle du lait en Mayenne, hein? Attention, vous avez touché le problème de très près. Oui, tout à fait. Je connais très très bien le sujet et je pense qu'il faut réoxygéner notre économie, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux gens. Je pense qu'on a vraiment raté un truc avec le principe de précaution qui était animé d'une belle vertu, le principe de précaution, mais on a coupé l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire celui qui entreprend doit faire la preuve de tout, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Les services publics devraient aider tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Un camembert, c'est un concentré de bon sens, cher Philippe. Exactement. Et il faut pouvoir le transmettre, en transmettre la passion. La ruralité, alors on a un ministre, vous avez vu, un maire d'une petite commune des Vosges, Michel Fournier, va être ministre de la ruralité. Je pense qu'il serait temps peut-être que le pouvoir politique se rende compte que le patrimoine de la ruralité est un trésor. Et je pense que je suis d'accord avec ça. Je crains que plusieurs ministres qui ont été nommés, qui sont plutôt des ministres techniques, je crains qu'ils arrivent malheureusement tard dans la partie et que la partie soit plus politique que leur technicité. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut bâtir un modèle complètement différent dans lequel on est capable de ramener ses fondements et de se projeter vers demain parce que la France a beaucoup d'atouts et les Français sont innovants,
intelligent et je suis persuadé qu'on est capable de redresser les choses assez vite. Philippe Royer, on va se retrouver, on va continuer dans le bon sens dans quelques instants et puis on va continuer à parler de notre France qui a besoin de bon sens. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun, paru aux éditions Fayard. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Philippe Royer qui a publié Fils de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard et qui est un recueil, j'allais dire, d'espoir, de réflexion et d'énergie pour comprendre comment la France a encore les moyens de s'en sortir. Philippe Royer, on écoute un document sonore de 2015 et on le décrypte ensuite, vous et moi. La politique française, c'est quoi? Elle souffre de quoi? Elle souffre justement de pas suffisamment de renouvellement? Ouais, bien sûr. Elle est sclérosée, on est dans l'entre-soi. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France, on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. C'était Sébastien Lecornu en 2015 au Théâtre du Figaro. Vous voyez comme quoi faut faire attention. Faut jamais dire Fontaine. Faut faire attention parce qu'aujourd'hui la technique fait qu'on garde des documents sonores. C'est redoutable. Voilà, monsieur Éric Dupond-Moretti avait dit moi gardez ça. Non mais vous n'y pensez pas, il est hors de question. Oui. Donc voyons, soyons très prudents. Vous voyez, le bon sens souvent nous protège et surtout les paysans normands. Peut-être d'un oui, peut-être d'un que non. On fait attention à ce qu'on dit avant de prononcer des propos irréversibles. Bon là. Je vais m'attacher à être sage alors. Oui, bon, on va pas refaire l'histoire aujourd'hui. Vous dites quand même dans votre livre que la classe politique, elle manque de bon sens. Ça fait un moment qu'elle en manque, bien sûr. Quel est le premier signe de bon sens d'un dirigeant politique à haute responsabilité? Pour moi, le premier signe de bon sens, c'est de considérer que le service que je dois exercer, que la politique est un service. C'est que je pense que c'est le premier fondement de la Ve République, que pour tout qui s'exerce dans tous les mandats, c'est-à-dire je dois servir. Aujourd'hui, quand je vois que des gens sont devenus professionnels de la politique, pour une part significative, des personnes qui sont engagées en politique, forcément que ces gens-là ont envie de rester parce que ils n'ont pas du tout envie de passer la main. Et alors que quand on retrouve le sens de la politique service, pour moi c'est fondamental. C'est le premier point. Le deuxième point pour un politique, c'est d'être ancré dans la réalité, tout en étant capacité de porter une vision. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir cette double capacité d'être proche des Français et cette capacité de dire voilà, ou pendant le mandat que j'occupe, je vous emmène à cet endroit. Ministre vient du latin ministère et donc de la racine minus qui signifie serviteur. Est-ce que vous pensez que les ministres devraient faire un petit peu de latin pour rappeler l'origine étymologique de leur fonction, servir? Je pense que les ministres devraient faire du latin et puis je pense aussi qu'il faut retrouver dans le bon sens. Il y a des mots qui me choquent depuis quelques années, maintenant une dizaine d'années, c'est trahison, illusion, division. J'ai le sentiment qu'on va de trahison en trahison, d'illusion et de mensonge en mensonge. Et je pense que moi, mon objectif, c'est espérance, c'est-à-dire redonner cet espoir à notre société, c'est vision. Et c'est aussi, je ne mens pas aux Français dans le livre en disant, il va falloir que chacun fasse un pas de côté. Et je suis persuadé que si on propose un projet de qualité, et si on arrête de dilapider des milliards les uns derrière les autres, il est normal que les Français n'aient plus envie de faire d'efforts, parce que quand vous dilapidez plus de 1000 milliards, les gens disent ça donne rien d'en mettre 200 ou 300 de plus de notre patrimoine. Moi, je suis persuadé que les Français sont prêts à faire des efforts pour les générations futures, à condition qu'on ait retrouvé ce sens de la gestion, de la bonne gestion. Moi, j'ai vécu avec des grands-parents, des parents. J'ai vécu chaque euro engagé était un euro compté. Il y avait je dis dans le livre, et c'est pas pareil, c'est pas image d'Épinal. Il y avait les magasins bleus qui passaient et nos parents nous changeaient nos vêtements parce qu'ils étaient usés. Et voire eux, ils changeaient pas toujours les leurs parce qu'on était 3 en études supérieures à un moment donné. Et je pense qu'il va falloir revenir
sur Terre, se rendre compte que c'est la vraie réalité de certains Français. Moi qui m'occupe d'exclus, les élites ne rencontrent plus les pauvres. Ils défendent des gens, mais ils ne les connaissent pas. Et donc je pense qu'il faut que le politique demain connaisse ces gens-là. Si on redonne de l'humanité aux plus fragiles, je pense que toute notre société va aller mieux. Jean-Pierre Levade, ancien patron du Crédit Lyonnais, s'exprimait l'autre jour sur un média chez des confrères. Il disait une phrase terrible, toute simple. Pour maintenir son modèle social, la France a emprunté à l'étranger des richesses qu'elle ne sait plus et qu'elle ne peut plus produire, d'où le drame de cet endettement. Ça, c'est une phrase de bon sens. C'est une phrase de bon sens. On a vu dans la phase de pandémie qu'on n'avait plus, ni en France ni en Europe, certains médicaments. Enfin, on est arrivé à un niveau où on marche sur la tête. C'est comme quand Tchuruk a voulu faire Alcatel sans usine. C'est le dépit du bon sens. C'est-à-dire, c'est l'inverse. On a cru que des gens dans des bureaux pourraient commander le monde des ouvriers du monde entier. Enfin, on a perdu le sens des choses, et c'est d'autant plus grave que le monde agricole, le monde du bâtiment, le monde de l'industrie, c'est l'endroit de l'insertion professionnelle. On a confié à des pays étrangers, notamment en Asie, sud-est asiatique, la production de biens de consommation qui ont ruiné notre industrie, détruit des emplois, donc on leur a délégué. Alors on les a importés par la grande distribution qui a fait fortune, mais en éradiquant totalement des territoires de leur activité économique. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que on n'a plus la notion du temps long. C'est-à-dire que on veut faire des coûts. Et donc on veut produire moins cher et toujours moins cher, c'est le principe du toujours plus. Dans le toujours mieux, on a le sens du temps long. C'est-à-dire que et le premier rôle du politique, c'est d'avoir le sens du temps long. Et là, qu'est-ce qu'on constate depuis quelques années? C'est de l'agitation et de la séduction. L'inverse de ce qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de poser le temps long et d'en être le garant. C'est le principe même de l'action politique, tout en menant des actions concrètes de bon sens. Mais Philippe Royer, le général de Gaulle que vous citez bien entendu, et son successeur Georges Pompidou, avait une politique qui était la norme, j'allais dire, d'un État démocratique développé, qui était la planification. On planifiait à long terme, et les hommes politiques lançaient des réformes dont ils savaient qu'ils ne verraient pas l'aboutissement. Comme un paysan qui plante un arbre ou une vigne, il bénéficiera pas de l'ombre du fruit, mais il le plante pour les générations à venir. Ça n'existe plus, ça. Non, ça n'existe plus parce que on est tombé dans l'individualisme, et je pense que pire que ça, maintenant, on est tombé dans un certain narcissisme. Dire que des gens qui s'admirent en plus de ce qu'ils ont pu faire dans leur individualisme. Donc je pense qu'on est vraiment là au bout d'un modèle. Et effectivement, il faut retrouver ce sens de la planification, ce sens du projet. Et moi, je crois vraiment que les Français sont capables de comprendre ça. Et pourquoi je crée un mouvement qui est en dehors du politique? Parce que je pense que c'est au moins 80 à 90% des Français qui partagent ce qu'on est en train d'évoquer. Philippe Royer, Maude Koffler a été interpellée tout à l'heure par une phrase que vous avez prononcée. Elle va vous interroger là-dessus. Oui, vous disiez, Philippe Royer, on a perdu les notions fondamentales de la vie, il faut se réenraciner. Alors ça va pour les élites, comme vous le disiez, mais comme pour les Français de tout environnement social. Dans un monde ultra numérisé comme le nôtre, comment on fait pour s'enraciner, Philippe Royer, dans un monde où on scrolle, où on passe d'une info à l'autre, où plus rien n'a vraiment de valeur? Alors pardon pour ce tableau un peu pessimiste, Voltaire disait l'optimisme c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Donc je vous pose la question, on fait comment pour se réenraciner, Philippe Royer? Alors, on fait comment pour se réenraciner au moment, par exemple, où va arriver tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. Moi, j'accompagne des entrepreneurs sur toutes ces questions-là. Et quand les entreprises qu'on accompagne avec le réseau Cléophas, on travaille sur deux objets. Il faut vivre avec la modernité de notre temps pour voir ce que l'intelligence artificielle peut amener, mais avec ces gens-là, on travaille également sur l'enracinement profond de tous les collaborateurs et de tous les cadres sur l'anthropologie, la philosophie. Vous savez, l'intelligence artificielle, ce n'est que le reflet miroir de ce que vous serez. Donc ça veut dire que plus vous montez votre niveau... Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer Michel Serres lors d'une conférence à la Sorbonne. Je le dis dans le livre. Et j'ai eu l'audace d'aller voir Michel Serres à la fin de la conférence. Et j'ai échangé avec lui. Et Michel Serres m'a dit, vous savez, ce qu'il faut, Philippe, c'est que vous développiez votre épaisseur.
toutes les personnes qui éclairent le monde sont des hommes qui ont des hommes et des femmes de multidimensions. Et c'est là que je me suis intéressé à l'anthropologie, à la philosophie, à la psychologie, parce qu'aujourd'hui, on a perdu la capacité de maîtrise de l'ensemble de ces matières-là. Donc chacun raconte son expertise et sa forme de banalité qui passe très vite au lendemain, et on n'a plus cette profondeur de la vie, on n'a plus ce sens profond de la vie qui donne toute la robustesse à une vie et qui fait que la vie est vie et la vie est heureuse sur ça. Et donc pour faire ça, moi j'ai pris le temps de consentir à la vie et de choisir pleinement la vie. Je trouve que ce qu'on nous a proposé et ce à quoi on arrive est très mortifère quelque part. Et je pense qu'il y a besoin de réinjecter cette énergie, ce sens et cette vie. Donc d'être né quelque part, ça aide quand même, et de se souvenir de l'endroit d'où on vient. Et j'ai pu le mesurer lors de l'écriture du livre. Et j'ai pu mesurer que j'ai eu la chance de diriger des sociétés, d'être multi-entrepreneur, de faire de l'associatif, d'être président national d'un mouvement. J'ai fait beaucoup de choses pour me rendre compte que j'avais reçu 80% de l'essentiel dans ma jeunesse à Montgarou. Et que après, ça m'a permis, à partir de ça, de me déployer sur des bases solides. Et moi, quand j'accompagne des jeunes qui sont dans la difficulté, des personnes qui sont dans la précarité, j'essaye de leur redonner cette dignité, ce sens profond d'un enracinement dans lequel on se sait aimer pour pouvoir se déployer. Le terroir n'est pas que dans le lait, il est aussi dans l'homme. On est bien d'accord. Il est dans l'homme. On est bien d'accord, bien sûr. Et il faut redévelopper ce terroir dans l'homme. Il faut croire dans l'homme et la femme. Et j'avais entendu un conseiller du président de la République sur l'intelligence artificielle qui disait, vous savez, l'être humain est devenu tellement médiocre qu'il va falloir le pucer. Et j'ai dit à cette personne, pour devenir comme vous. Parce que on arrive à un point où ces gens se prennent tellement supérieurs aux autres qu'ils penseraient que les autres devraient être pucés pour atteindre leur niveau. Quand on arrive là, il est temps d'arrêter les frais et de passer à autre chose et de changer de modèle. Et oui, Philippe Royer, on poursuit cette conversation sur le bon sens dans quelques instants. C'est quoi le bon sens? Répondez 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 14h avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors nous sommes avec un fils de paysan qui est pétri de bon sens commun. Il s'appelle Philippe Royer. Nous poursuivons la conversation avec lui. Philippe Royer, au chapitre 21, une raison d'être pour la France. Vous dites, voici la raison d'être que je propose pour notre pays. Riche de son histoire et tournée vers l'avenir, soucieuse du bien commun, la France est une nation leader en Europe qui s'attache à ce que chaque concitoyen puisse être protégé et vivre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Créative, elle développe de la valeur solidaire, elle assure d'un juste partage de toutes nos formes de richesse, bonne gestionnaire de ressources, elle s'attache à donner des perspectives aux générations futures. Mais dites-moi, c'est un véritable programme politique qui tient en 10 lignes. Mais je pense qu'il est important de formaliser le pourquoi. Justement, comme on a été beaucoup dans l'agitation, il est temps de retrouver le sens du pourquoi des choses. Et donc ce pourquoi, il me semblait essentiel d'en placer en 10 lignes les fondements, parce que vous savez justement, la simplicité, c'est d'être capable d'écrire ce qui est compliqué de manière simple afin que tout le monde puisse le comprendre. Moi, vous verrez dans le livre que j'utilise des mots simples parce que mon objectif, c'est de rejoindre chacun et de faire que ça soit compréhensible. Et bien sûr, je peux détailler chacun des points. Alors, vous décryptez liberté, égalité, fraternité, avec un bémol pour chacun. La société de consommation est une ennemie peut être une ennemie de la liberté. Accepter l'altérité pour plus d'égalité à travers la diversité. Et l'insécurité altère le sens de la fraternité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? La société de consommation est une ennemie de la liberté. Ça semble évident. Oui, ça semble évident. Je pense que, je disais tout à l'heure, on était dans la tyrannie de la volonté et de l'avoir. Moi, j'ai de la chance d'avoir une carrière où j'ai réussi et j'ai plus de moyens que ce qu'ont pu avoir mes parents. Mais j'ai eu cette chance de savoir que cette sobriété heureuse, c'est ce qui rendait heureux. Donc, j'ai toujours fait le choix de repartager du temps et de repartager des euros. Et la plupart des Français, malheureusement, voire même inconsciemment, sont dans une logique d'accumulation. Et vous savez, quand vous accumulez,
à un moment, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez peur de perdre. Donc vous avez peur de la vie. Alors que quand, comme moi, on a été à l'éducation du don de mon père dans la ferme, à l'éducation du don à la mairie de ma maman qui faisait plein de choses également et qui était engagée localement. Et donc, quand on a été à ça, qu'est-ce que le don, c'est quoi ? C'est la joie de donner. C'est-à-dire que soit vous choisissez l'accumulation au risque de perdre et vous êtes triste, soit vous choisissez la joie de donner. Ben moi, j'ai choisi la joie de donner parce que j'ai choisi la vie. Est-ce que vous n'êtes pas, alors je vais vous taquiner, est-ce que vous n'êtes pas dans une variante gauchiste de la décroissance ? Parce que là, vous êtes en train d'expliquer qu'il peut y avoir une mauvaise croissance. Il faut une bonne croissance. Alors, sujet très intéressant. Je suis pas pour la décroissance, je suis pour la sobriété heureuse. Je vais vous expliquer la différence. Pourquoi je suis pour la sobriété heureuse ? Parce que je crois qu'on peut pas faire une photo de la société et décroître. Donc je pense que ça marche pas et ça va faire que les gens qui sont au bord de la pauvreté vont basculer dans la pauvreté. Je crois au contraire à la croissance, notamment à la croissance de l'être humain. Sur le plan anthropologique, chacun est invité à croître. La plante va croître et c'est ce qui va faire que elle va générer, le grain de blé va générer au centuple. Donc il faut vraiment être dans cette logique de la croissance. La question, il y a 2 points. C'est est-ce que la récolte nous appartient ? Voilà. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se sentent responsables de la récolte, alors qu'il faut s'occuper du terrain avant tout. Les gens veulent la récolte avec la belle image, mais ils veulent plus travailler, et ils veulent plus mettre en place les fondamentaux. Et ça me paraît vraiment dommage. Donc, il est essentiel de remettre ces fondamentaux-là, et donc de se dire que finalement, si je me déploie là où je suis, je vais être fécond et je vais générer cette récolte en abondance. Alors justement, Philippe, il y a un autre Philippe qui nous appelle pour discuter avec nous. Il nous appelle du Gers. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Péricot. C'est le Lot, le Lot, nord du département du Lot. Ah bon, on m'a mis le Gers, voyez. À quel endroit exactement ? À quel endroit ? Sur la commune de Casillac, au nord du département du Lot. Ah, superbe, superbe. Et bonjour Monsieur Péricot et bonjour Monsieur Philippe. Bonjour. Bonjour. J'ai de très bons souvenirs de vous parce que vous êtes venu chez nous sur l'exploitation au Fournil, Monsieur Péricot. Oui, je vois. Avec le sénateur. Avec le sénateur Réquier, je me souviens dans l'émission Manger c'est voter. C'était un grand souvenir. J'ai une photo de vous devant le four avec vous. Votre village m'a marqué, je me souviens de l'instant. Philippe, qu'est-ce que vous voulez demander à Philippe Royer ? Mais j'écoutais assez brièvement, mais par rapport à l'engagement et au travail de ce qui se passe dans la société, c'est que nous, dans le monde agricole, c'est tous ces gens qui se donnent beaucoup à produire et à faire de la récolte et de la marchandise pour les gens. Je veux dire, aujourd'hui, ils sont malmenés dans un monde qui bouge très vite, soit que ça soit national ou international. Donc, je pense qu'on a besoin de protéger tout ce monde-là qui travaille, quoi, à tous les échelons à tous les échelons. Il faut protéger le monde qui travaille et qui entreprend. Et des fois, il y a de la houle et c'est secoué et ils sont pas protégés comme il faut, quoi, tous ces gens-là, quoi. Voilà, l'inquiétude. Philippe Royer, l'inquiétude de Philippe est fondée ou non sur la protection de la valeur travail, tout simplement? Ouais, elle est fondée parce que la protection, c'est même l'objet même du contrat social entre un pays et ses concitoyens. En contrepartie du fait de faire confiance et de déléguer à l'État la mise en place de la politique, la contrepartie, c'est que chaque citoyen soit protégé. Alors, il soit protégé sous l'angle sécuritaire, mais qu'il soit protégé aussi sous l'angle de son déploiement. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est ce que dit Philippe et est très vrai, les métiers du prendre soin de la terre, prendre soin des élèves pour un professeur des écoles, prendre soin pour un infirmier dans un hôpital, tous les métiers du prendre soin ont été mis à mal et il faut rétablir ces métiers-là qui sont les plus beaux métiers du monde, mais aujourd'hui vous avez un professeur des écoles sur 2 qui ne sait pas s'il a envie d'arrêter. Donc la filière professionnelle, il faut impérativement, c'est une nécessité vitale pour la France. Ouais, nécessité vitale. Et puis quand je vois que pour bien connaître le secteur de l'agriculture, quand dans la même période on a divisé par 2 le nombre de paysans et on a multiplié par 2 le nombre de personnes au ministère de l'Agriculture, je pense qu'il y a un petit bug sur ça. Ça, c'est pas du bon sens. Et donc ça veut dire qu'il faut bien sûr des lois, il faut bien sûr des choses
choses qui permettent de vivre en société ensemble, mais il faut accompagner les gens qui prennent soin, parce que si on n'avait pas les agriculteurs, on n'aurait pas le territoire que l'on a, on n'aurait pas les paysages que l'on a, et donc il est normal que ces gens vivent dignement. Moi qui suis fils d'agriculteur, je dis j'ai vu mes parents faire le plus beau métier du monde, mais je vous promets, quand ils avaient du mal à payer les études supérieures, je pense que dans ces quelques années-là, c'était dur pour eux. Alors justement, on a Christian, qui est un agriculteur céréalier à la retraite, qui nous appelle de Toulouse. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Philippe Royer? Eh bien, bonjour déjà. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Christian. J'aimerais que les gens aussi comprennent le mot, le bon sens paysan, ça ne veut pas dire forcément agriculteur. C'est gens du pays. Et, bien sûr. Il n'y a pas que les agriculteurs. Mais ce bon sens paysan, ça se perd. Mon père le disait, et ça se perd complètement. Il y a des fois de telles aberrations ou de manque de logique. Et puis pas que dans le métier d'agriculteur, quoi. Et tous ces métiers, les normes. Bon, les normes, il en faut. Il faut arriver à travailler correctement et tout, mais il y a un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Et oui. Et pas que les agriculteurs, un artisan, mais les normes, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens pour contrôler les normes que nous pour produire. Quand on dit bon sens paysan, Christian, ça veut dire qu'on a le bon sens de celui qui observe la nature, la terre, les saisons, qui voit le réel. C'est ça qui donne le bon sens. Philippe Royer, est-ce qu'on peut redonner, alors c'est un vaste programme, comme dirait le général de Gaulle, est-ce qu'on peut réintroduire du bon sens dans l'éducation, dans l'enseignement scolaire? Oui, les cours de bon sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est salut. Je pense qu'il faut revoir l'éducation nationale et j'ai travaillé sur ce sujet-là avec des gens qui travaillent dans la haute fonction publique. L'éducation nationale, plusieurs fondamentaux pour ça. Bien sûr, des cours de bon sens, mais le premier bon sens dans l'éducation nationale, ce serait que le directeur soit responsable de ses professeurs. C'est tellement basique. C'est-à-dire que vous arrivez à un truc complètement aberrant où c'est un inspecteur d'académie qui est chargé d'évaluer une fois de temps en temps sur un bout de programme. Donc il va falloir qu'on remette ce bon sens-là. Il va falloir qu'on enlève dans la fonction publique des postes qui sont devenus inutiles. Moi, je pense qu'il y a des gens de qualité qui travaillent sur ces postes, mais qui sont pas au bon endroit. Et je crois dans la nature humaine, mais je pense qu'il faut le courage de dire à ces gens-là, vous serez plus utiles dans tel métier et la France a besoin de vous ailleurs. Et si on n'a pas ce courage, on n'aura pas de bon sens paysan. Le paysan ou la personne du terroir, comme le disait monsieur à juste titre, ça va bien au-delà de l'agriculteur. Tout, ça peut être l'artisan, ça peut être le petit entrepreneur. C'est toutes ces personnes qui ont le sens et l'esprit d'entreprendre. Il faut que ces gens-là se sentent soutenus et accompagnés. Toujours du bon sens, encore du bon sens et du bon sens. On se retrouve dans quelques instants, Philippe, pour poursuivre cette conversation passionnante. Et je pense que j'espère qu'on a des responsables politiques qui nous écoutent, parce que la lecture de ce livre leur apporterait beaucoup dans la gestion du pays. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Philippe Royer, auteur de Fils de paysan, notre bon sens commun, qui est un trésor de bienfaits. Philippe Royer, vous consacrez une des expressions que je préfère le plus dans la langue française. Vous remettez l'église au milieu du village. Mais vous le faites au sens propre ou au sens figuré, parce que vous introduisez une petite notion, d'humanisme chrétien. Une France à visage humain, c'est une France qui a des racines chrétiennes, et de trop l'avoir oublié, malgré la laïcité que vous respectez parfaitement, si on introduisait un petit soupçon de christianisme dans le sens du partage, de la générosité, de la compassion et l'écoute de l'autre, peut-être que cette République se porterait mieux. Je pense que ce qui est sûr, c'est que de cet humanisme-là, il faut garder le fait que quand on pense que tout est foutu, il y a toujours l'espérance. Et que qui n'est pas l'espoir, on est bien d'accord. Qui n'est pas l'espoir et qui est cette capacité à justement aller au-delà du désespoir et donc de se déployer. Et dans le respect de la sensibilité spirituelle de chacun, il est important que chacun aille chercher en lui l'âme, c'est-à-dire ce qui l'anime profondément.
et qui va faire que sa vie va avoir du sens. Et si remettre l'église au milieu du village, c'est remettre l'âme profonde qu'il y a en chacun, après la religion, ça appartient à chacun. Sur ça, moi, c'est quelque chose qui m'a nourri sur mon chemin, mais je respecte complètement les chemins de chacun. Mais si on remettait l'âme qui va faire que la vie va être animée, l'âme, c'est l'animation de la vie, et si on a cette âme qui est en mouvement et qu'on réouvre nos cœurs, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que cette société-là qu'on a décrite pendant près d'une heure, en fin de compte, elle est devenue dure et violente, et chacun a fermé son cœur. Et donc, il faut réouvrir les cœurs, et donc, si je suis en mouvement et que je rouvre mon cœur, je vais avoir des idées et je vais avoir un projet qui va simplement sublimer le pays. L'âme de la France est, à mon avis, avant tout, elle est dans bien des endroits. Elle est d'abord dans sa paysannerie, dans le culte de sa terre et de ses paysages. Maud Koffler va vous poser une question sur justement la façon dont les paysans sont aimés ou moins aimés aujourd'hui. Oui, voilà, Philippe Royer, on parle du bon sens paysan. Le bon sens paysan sont aussi les mobilisations des agriculteurs à répétition, légitimes pour beaucoup. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui, au contraire, en ont un peu ras-le-bol des agriculteurs, de ceux qui sont insensibles à ce que vous défendez ? Moi, je pense que les agriculteurs, quand ils arrivent à manifester, c'est comme pour les gilets jaunes. Je pense qu'à un moment, il y a une colère qui dépasse la norme. Les agriculteurs sont des gens qui tous les jours bâtissent, qui tous les jours s'occupent de la nature. Mais vous savez, quand vous vivez pas de votre revenu, ou quand on vous amène des produits dans des accords internationaux que vous n'avez pas le droit de produire, mais qui sont proposés à vos consommateurs, parfois même dans votre cantine scolaire locale, ça crée une colère, et je pense que aujourd'hui il faut entendre cette sourde colère des Français, et qui va bien au-delà des agriculteurs, parce que je pense que des ouvriers l'ont pour un autre point, et pour moi je pense qu'il faut entendre cette colère des gens qui travaillent, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'être contributeurs à leur société. Aujourd'hui on est dans un monde où un certain nombre de personnes ont choisi de piller le pays, c'est-à-dire il y a un chapitre où je dis contribuer au piller. Et il me semble essentiel que s'il y a un projet commun, on ait tous envie de contribuer à ce projet commun. Aujourd'hui, comme la France ne va pas bien, un certain nombre de personnes se disent « mais je peux piller les choses ». Donc pour moi, ce que j'entends quand j'entends ces agriculteurs, j'entends un cri. J'entends un cri. Quand j'entends des gilets jaunes, j'entends un cri. Voilà. Mais le cri, ça reste une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le cri, pour le bébé, c'est le début de la vie. Donc je pense que si on entend les cris, on va pouvoir renaître à une vie qui va être belle. Et je crois au fait qu'il faut entendre les cris et arrêter de dire aux gens vivez avec ce que vous avez, ça ira bien, et ainsi de suite. Non, il est normal que les gens vivent dignement. Contribuer plutôt que profiter, c'est le titre de ce chapitre. C'est ça. Le suivant est aussi riche en enseignements, de l'envie de plaire au courage de réformer. Vous dites clairement dans ce chapitre que un des éléments marquants, j'allais dire, des malheurs de ce pays, c'est le manque de courage de la classe dirigeante et de la classe politique. Est-ce que on peut avoir du bon sens et être courageux à la fois, ou est-ce que le bon sens incite d'abord à la prudence ? Alors, je pense que le bon sens amène à la prudence, mais il faut savoir, c'est saint Thomas d'Aquin qui définit très bien la prudence, et saint Thomas d'Aquin dit la prudence, c'est entreprendre avec prudence. C'est entreprendre d'abord. Donc ne confondons pas les choses. La prudence au sens de la vertu, c'est entreprendre avec prudence. Et on a oublié le premier mot et on a gardé le deuxième. Et donc, il faut avoir le courage d'entreprendre. Pourquoi ? Pas simplement pour capitaliser des euros et vivre bien, simplement parce que entreprendre sa vie, c'est simplement une vie accomplie. Certains vont entreprendre leur vie en étant policiers, d'autres en étant gardiens de prison, d'autres en étant agriculteurs, d'autres en étant journalistes. Chacun va entreprendre sa vie. Mais il faut réveiller chacun en disant à chaque Français, vous êtes anesthésié. Vous êtes vous-même anesthésié, vous pensez que vous n'êtes pas libre à cause de l'extérieur, alors que vous êtes auto-aliéné. Et ce livre dit, non mais reprenez le courage d'entreprendre votre vie, et vous allez voir, la vie va être passionnante.
On va remettre les pieds dans le plat sur le terroir normand. Est-ce qu'il y a, et je m'adresse à l'homme qui a œuvré sur la culture du lait dans toutes ses approches, vous êtes un enfant du bocage normand, est-ce qu'il y a aujourd'hui un bon sens alimentaire à retrouver dans nos modes de consommation, le bon sens alimentaire? Je pense que le premier bon sens alimentaire, c'est de retrouver de la production locale, nationale, voire européenne. Bien sûr. Je pense que de voir des produits qui circulent dans tous les sens du monde sur des paquebots, avec des conteneurs réfrigérés et autres, c'est pour moi un non-sens complet sur ça. Donc je pense qu'il faut retrouver la souveraineté. Le premier bon sens, c'est de retrouver la souveraineté alimentaire. C'est d'accepter de produire des produits de qualité. C'est parfois de ne pas non plus hyper spécialiser toutes les régions françaises. Chaque région a besoin d'avoir sa part d'élevage. Et sa diversité. Et sa diversité. Quand à un moment j'ai vu qu'on disait que l'élevage était le problème de la France, c'est vraiment un non-sens. C'est pas du bon sens, c'est un non-sens. Parce que, vous savez, dans les terres où il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'amendement organique et il n'y a plus de fertilisation organique. Voilà. Complètement indispensable à la vie du sol. Et donc, il faut retrouver cette notion, la vie est équilibre. Et en hyper spécialisant tout, on a coupé les équilibres. Le principe du bon sens paysan, c'est de retrouver le sens de la vie, donc c'est retrouver le sens des équilibres. En général, le paysage, il vous indique quel est le bon sens de la vie. En général, la terre, on va pas utiliser la phrase épouvantable qui a été du maréchal Pétain, la terre, elle ne ment pas, on peut plus l'utiliser parce que bon, c'est Emmanuel Berle, en plus, un juif de gauche qui l'a inventé. Oui. Mais pour autant, les enseignements, j'allais dire, de la géographie, de la saison et des sols nous annoncent des vérités premières. Bien sûr, et la vérité, c'est de dire j'accepte de faire avec ce qui m'est donné de faire. C'est-à-dire que le premier point aujourd'hui qu'on ne sait plus accepter, c'est qu'on ne sait plus recevoir et s'emparer de ce qui nous est donné, que ça soit localement, régionalement ou nationalement. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à recevoir, à se réjouir de recevoir, pour pouvoir en prendre soin. Et aujourd'hui, on veut tout artificialiser. C'est-à-dire que on a perdu cette incapacité de recevoir. Et vous savez, quand on ne sait plus recevoir, on ne sait plus s'émerveiller. Et on a besoin de redévelopper le sens de l'émerveillement, ce qui fait pas de nous des bisounours du tout. Moi, je suis capable de m'émerveiller et de parler le lendemain d'une réforme fondamentale à faire sur ça. Mais on a fait croire que les gens qui s'émerveillaient étaient des bisounours. Non. Il faut retrouver le sens de l'émerveillement, le sens de la vie belle. Et là, on va retrouver le sens de l'entreprendre et on va prendre soin des choses et on va prendre soin de tous les biens qui nous sont confiés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à une société où, par exemple, dans les banlieues, des jeunes cassent leur commun, ils cassent leur abribus, mais ça veut dire que cette société, elle est en désespérance. Il faut leur redonner le sens du commun. Et ça, c'est fondamental. Fils de paysan, notre bon sens commun par Philippe Royer chez Fayard. C'est un document de philosophie, de bien-être, d'espoir et d'espérance. Merci Philippe Royer d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Maintenant, nous allons passer la parole à Brigitte Lahaye qui va nous parler d'un bon sens plutôt sensuel, mais c'est quand même du bon sens et ça permet aussi de faire face à l'adversité avec ce que notre intelligence et nos sens nous donnent comme approche du bonheur. Merci Philippe Royer, à bientôt. Merci Perico. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.